Je reviens ici. On va créer un projet qui s'appelle gestion de produits, où on pourra gérer des produits et des catégories. On va faire Next. Voilà, on va démarrer pour voir. Bon, je pense que l'autre jour, il y avait votre collègue qui nous avait demandé de désactiver des choses ici. Il y a Anslo quelque chose. Alors, je pense qu'on avait celui-là, on avait commenté. Et 11, il est où? 11. Ok, oui. Alors, je vais relancer encore pour voir. Il y a l'autre ici aussi. Voilà, je pense que c'est ça. On teste encore. Il y a le Iconly. Ok. Voilà, donc ici c'est bon. On arrive bien à lancer notre application. Je vais essayer de vous monter un petit peu la taille au niveau de l'application ici. Ok, on va prendre 800 sur 600. On teste. Ok, jusque là normalement c'est bon. Parfait. Maintenant, on va rentrer un petit peu en détail. Ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va directement, il faut comprendre que bon, les interfaces, on va les dessiner tout à l'heure. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faudrait utiliser une base de données. Maintenant, on ne va pas utiliser JDBC comme on a déjà vu du JPA. On va revoir les principes ou bien les étapes qu'on a fait ensemble en ligne. Comment est-ce qu'on peut intégrer le JPA directement pour qu'on puisse utiliser Hibernate dans notre projet? Déjà, la première des choses, il faudrait qu'on puisse récupérer les dépendances là-bas. Les dépendances. Vous pouvez juste vous rendre sur ce projet-là, ou bien le dernier projet que j'avais mis en ligne. Vous allez normalement dans le fichier de dépendance, voir les dépendances nécessaires. Alors, ça c'est le dernier qu'on avait fait il y a 2 semaines dans le fichier POM. Voilà les 3 dépendances qu'on aura besoin. Dépendance d'Hibernate, MySQL et de la persistance. Je copie. Je viens dans mon fichier POM. Voilà, je zoome. Ici, au niveau des dépendances, je vais juste les copier, les coller. Alors déjà, ici, est-ce qu'on est connecté? J'imagine. Mais par contre, pour être sûr, je vais utiliser ma connexion. Voilà. Parfait. Maintenant, ici, on va lui demander de télécharger, de mettre à jour les fichiers de dépendance, du moins sur les dépendances nécessaires. Alors, c'est pas encore, la connexion n'est pas encore venue.
Ça c'est quoi? Attendez. C'est bon. Voilà, donc une fois qu'on a ajouté ces dépendances-là, on va juste cliquer ici pour la mise à jour des fichiers JAR. Voilà, maintenant, deuxième des choses, ici. Alors, est-ce qu'on peut zoomer en faisant apparence? Ici, 150. Voilà. Donc ici, au niveau de notre projet SRC, au niveau du dossier SRC, ici, le dossier ressources là, on va venir créer un répertoire qu'on va appeler, MetaInf. Et à l'intérieur, on va créer un petit fichier de persistance. On va l'appeler persistance. Point. On va le mettre, voilà, XML. Alors, on ne va pas réfléchir, on va aller copier juste le contenu du fichier de persistance qui se trouve ici. Alors, c'est pas là. Oui. Oui. Tu as dit? Oui. On a pris 3 dépendances, hein. On a pris Hibernate, MySQL et puis Jakarta Persistance. Attends, je vais te montrer ça tout à l'heure. Alors, ici, dans ressources, je copie d'abord le contenu du persistance fxml d'abord. Voilà. Commande A. Mais normalement, si tu viens, par exemple, sur mon dépôt, tu vas voir ça. Tu vas voir les 3 dépendances là. Tu vois? C'est ça les 3 dépendances. Hibernate, MySQL et puis Jakarta Persistance. C'est ça les 3 dépendances. Maintenant ici au niveau du fichier fxml, on va juste copier et coller juste un code de base. On peut avoir ici une base de données. On va appeler réservation. Voilà. Dans ce fichier là, bon ici il faudrait qu'on puisse donner un nom ici. On va l'appeler aussi. On va l'appeler réservation unit. Et ce nom-là, on aura besoin lorsque on mettra en place ce qu'on appelle le Manager Factory. Parce que le Manager Factory va se connecter à ce fichier-là pour récupérer ses configurations d'accès à la base de données. Donc voilà, on a besoin de ces 2 choses. Première des choses, on a besoin de ces 3 dépendances. Si tu n'as pas ces dépendances-là, ici tu auras même déjà des erreurs lorsque tu ajoutes ces informations dans ton fichier fxml. Parce qu'il faudrait qu'il puisse savoir est-ce qu'il y a Hibernate dans ton projet, etc. pour que ça puisse l'importer. Voilà donc, là c'est les 2 premières configurations. Jusque-là c'est bon. Ok, là c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, nous, comme on est en train d'apprendre ce qu'on appelle du JPA, c'est un ORM. On va dire, l'ORM, on va dire, ça va être Hibernate qui va nous faciliter la tâche ici. Je veux dire, on va d'abord créer un modèle. Mais cette fois-ci, on ne va plus utiliser le JDBC natif qu'on a l'habitude de faire la dernière fois. On va créer nos classes. On va commencer par créer, par exemple, catégorie. Catégorie. Bonsoir. Lorsqu'on a une classe ici, on va mettre d'abord les propriétés, private, on va mettre int, id, private, string, libellé. Voilà. Maintenant, pour que plus tard, ça soit représenté au niveau de la base de données, à travers ce qu'on appelle notre ORM directement, pour que l'ORM puisse le détecter comme une entité persistante dans la base de données, on va le décorer en utilisant Alt Entity. Maintenant, lorsque vous utilisez celui-là, il va vous demander automatiquement de définir une clé primaire. Donc, on va mettre ici, pour chaque table, il faut forcément ces 2, en tout cas c'est ça, les 2 là qui sont obligatoires pour votre classe. Maintenant, les autres sont optionnels. Donc, Entity, et puis ici, on a ID. Maintenant, si nous,
on aimerait mettre en place quelque chose qui gère des catégories et des produits, par exemple. Donc, on va mettre produit. Et là, je zoome un tout petit peu. Même principe. Je mets un private int id private. Voilà, pour un produit, on peut appeler, si on veut, non produit ou libé. Bon, on met non prod. Mettons non prod. Ensuite, pour un produit, on imagine qu'on aura une catégorie quantité. Quantité, on peut mettre voilà, quantité, et on aura un prix unitaire. Si on veut, on peut le mettre en float, et puis on met prix. Voilà. Même principe, les choses qui sont importantes, c'est de mettre alt entity et de mettre OK. Maintenant, je vous avais dit quoi? Au niveau de ce qu'on appelle la base de données, si vous voulez représenter directement une table pour dire que la table est liée à une autre, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ce qu'on appelle les foreign key normalement. Maintenant, ici, dans l'ORM que nous, on va mettre en place, c'est-à-dire qu'on va utiliser des principes que JPA nous amène. Pour pouvoir dire quoi? Par exemple, le produit sera lié à catégorie et dire que catégorie sera liée à produit. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc ici, déjà, une catégorie va avoir une liste de produits et un produit aura ce qu'on appelle, sera associé à une catégorie, par exemple. Donc ici, au niveau de produit, lorsqu'on prend produit, il faudrait qu'on sache c'est quoi sa catégorie. Donc, on va mettre ici catégorie. On va mettre catégorie. Et voilà. Et là, on va mettre quoi? Ici, on va dire un produit sera lié à combien de catégories? Combien de produits pour un produit? Un produit est lié à une seule catégorie, n'est-ce pas? Maintenant, une catégorie est liée à plusieurs produits. Donc ici, ça veut dire que pour plusieurs produits, on a une catégorie. Qu'est-ce qu'on va mettre là? On va mettre many, plusieurs produits. Voilà, plusieurs produits sont liés à une catégorie. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? On peut mettre join colonne. Ça veut dire que nous, on aimerait que le nom de la colonne soit comme ça, par exemple. On va dire catégorie ID. Le nom de la colonne qui sera ajouté au niveau de la base de données d'un produit pour lier à la catégorie, on va l'appeler catégorie ID. Maintenant, on peut faire aussi la relation inverse pour dire quoi? Lorsqu'on aura par exemple lorsqu'on aura une catégorie, à travers la catégorie, de récupérer directement la liste des produits. On aurait pu dire, on laisse ça comme ça, et puis après, on ajoute des informations dans la base de données, ce qui veut dire que si on demande une catégorie, vous allez sélectionner la catégorie, récupérer son ID, encore faire une requête pour aller chercher les produits qui portent cet ID-là. Maintenant, l'ORM va nous éviter tout simplement de faire tout cela en nous laissant la possibilité de dire quoi? Ici, on a un many to one. Au niveau de la catégorie, on va faire ce qu'on appelle un one to many. Mais par contre, il faut comprendre que dans une catégorie, on aura ce qu'on appelle une liste de... Exactement. Donc, on va mettre une liste de produits. On va l'appeler produit. Voilà. Et maintenant, ici, on va mettre pour une catégorie. One to many, on a plusieurs produits. Maintenant, on va mettre le mapping, on va dire mappé par catégorie. Voilà. Et ensuite, cette catégorie-là, ici, on fait référence au nom catégorie qui se trouve ici en réalité. Cette catégorie-là. Cette catégorie, on va dire. Et voilà. Et ici, on va mettre fait type lazy. Et puis, on va mettre le mode cascade.
On va mettre cascade all. Bon, je pense que je vous avais expliqué un petit peu le fait que de dire cascade all, c'est-à-dire que plus tard, lorsqu'on voudra supprimer par exemple une catégorie, normalement il faudrait que ça puisse, bon, si une catégorie a des produits, on ne peut pas supprimer la catégorie et puis les produits restent dans la base de données. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est ce lien ici de cascade là pour dire quoi? On fait en sorte que si on supprime plus tard un produit, quelles que soient les actions qu'on va effectuer au niveau de la catégorie, du moins ici, ça doit aussi parler ou du moins et avoir ce qu'on appelle une incidence au niveau du produit. Donc, all pour dire n'importe quelle action. On peut choisir par exemple juste la suppression. Pour dire que si seulement on supprime, là maintenant on peut dire quoi, faire le lien avec la catégorie, mais on va mettre cascade all pour dire quelles que soient les actions qu'on va faire ici sur la catégorie, ça doit impacter. Et bon, nous en général, on parle beaucoup plus de l'action suppression. Lorsqu'on supprime une catégorie, ça doit supprimer l'ensemble des produits qui font partie. Et le fait type ici, en mode lazy pour dire quoi? Que lorsqu'on charge tout simplement lorsqu'on charge une catégorie, il ne faut pas qu'il parte directement récupérer la liste des produits. En réalité, il y a le mode lazy et il y a le mode eager. Le mode eager, dès que vous sélectionnez la catégorie, vous allez directement avoir la liste des produits qui sera sélectionnée. Or, on peut sélectionner la catégorie uniquement pour voir le libellé, sans pour autant parler des produits qui se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas, ça limite un petit peu le traitement par rapport à la récupération des éléments. Voilà, donc ici, on va mettre ici comme ça. En général, si vous voulez mettre par exemple le many to many, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous faites le one to many et vous créez une classe qui se trouve au milieu. Ça veut dire que vous créez par exemple, on prend un exemple, si on a une commande et qu'on a par exemple un produit, il faut savoir que c'est une relation plusieurs à plusieurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez créer par exemple une table ligne de commande qui va être au milieu. Donc chaque table, comme par exemple commande, sera liée directement à ligne de commande et puis produit sera lié directement à ce qu'on appelle ligne de commande. Donc leurs ID vont être à l'intérieur de ce qu'on appelle ligne de commande. Mais on reviendra un peu plus tard lorsqu'on aura à prendre un exemple concret. Maintenant, venons ici, on a juste un one-to-many et many-to-one. Ici, il faudrait qu'on ajoute ce qu'on appelle les getters et les setters. Maintenant, ici, c'est une occasion aussi pour que je vous montre un petit peu quelque chose. Bon, voilà, attention. Non, au niveau de la structure, voilà. On va venir. OK. Au niveau de ces structures-là, pour le moment, voilà, physical, voilà. Pour le moment, en fait, ici, lorsque vous avez leader, au niveau de la structure, ça vous permet par exemple d'inspecter un petit peu certains éléments. Comme par exemple, on est dans cette classe-là, là, il nous montre la structure de la classe, il nous montre les attributs. Alors ici, on n'a pas encore les méthodes. C'est-à-dire, normalement, on doit avoir ce qu'on appelle les getters et les setters. Et en général, on peut générer ça ici. Mais également, je vais vous montrer après une manière beaucoup plus simple pour gérer aussi ce qu'on appelle les getters et les setters, chose qui sera utilisée. Donc ici, si on met aussi les méthodes, vous voyez que ces méthodes sont affichées là automatiquement. Voilà, donc normalement, on doit avoir ces choses-là. Maintenant, ce que je vais proposer, c'est quoi? C'est que nous, on va utiliser ce qu'on appelle, on va utiliser une dépendance qui va nous permettre de gérer tout simplement ces getters et les setters là, rapidement. Au lieu qu'on génère ça comme ça, au niveau de pomme, il y a une dépendance qu'en général, les développeurs Java utilisent très souvent pour gérer ce qu'on appelle les getters, les setters, les constructeurs automatiques. C'est la dépendance Lombok. Dans lui, Lombok, alors ici ça vient de org Lombok. Voilà, cette dépendance-là, si vous l'avez dans votre projet, ici, je reviens un petit peu sur ce qu'on appelle ici notre entité. On peut voir toujours que la structure des informations, ici, il n'y a pas encore les getters et les setters. Alors, avec la dépendance Lombok, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des annotations qui vous permettent automatiquement d'avoir les getters et les setters. Vous pouvez utiliser par exemple @getter pour avoir les getters, ça vient de Lombok. Donc si je fais getter comme ça, on va voir qu'il va générer des getters.
Mais en général, souvent, on a besoin de getter et setter. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser aussi ce qu'on appelle setter. Donc, ça, c'est une dépendance que vous aurez très souvent besoin d'utiliser si vous ne voulez pas écrire manuellement ces choses. Maintenant, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les constructeurs, il faut utiliser arrobase, voilà, on va dire all args construct pour dire quoi, le constructeur avec argument, et il y a beaucoup d'annotations, hein. On va dire no arg construct. Voilà. Et ici, si je descends un petit peu, vous voyez que là, dans notre code, on n'a pas ces fonctions-là qui nous présentent là. Ces fonctions, ici, on a le constructeur de la classe, on a les getters, si je descends, on a les setters de l'ensemble des éléments. Et donc, du coup, déjà, notre code devient un peu plus lisible, ou du moins, il n'y a pas énormément de lignes de code avec ce qu'on appelle ces annotations-là. Maintenant, plus vous allez avancer encore, vous allez voir qu'au lieu qu'on écrit toutes ces choses, getter, setter, argument, etc., en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous propose plus tard quelque chose, une annotation qui s'appelle data. Et cette annotation data, ça va être une annotation qui va faire les getters, les setters et presque beaucoup de choses que nous, on a besoin. Donc, avec une seule annotation qu'on va mettre pour number, on aura un petit peu tout ce que nous, on aura besoin. Nos getters, nos setters sont là disponibles, etc. Voilà, donc ici, on va utiliser, est-ce que le constructeur, il est là? Le constructeur, il est là. Le constructeur sans argument. Ok, là, jusque-là, c'est bon. Voilà, donc ici, pour le moment, on peut dire quoi? On a juste besoin de ce qu'on appelle cette annotation data qui va nous générer automatiquement les getters et les setters. Bon, pas dans le code, hein, mais notre éditeur reconnaît que, en fait, il y aura des getters à travers l'annotation alt data qu'on a mis en place. On va faire la même chose pour catégorie. On va mettre cette annotation alt data. Et voilà. Parfait. Donc ici maintenant, au niveau de ce qu'on appelle nos entités, on peut se limiter juste à ça. On met nos attributs et puis voilà, etc. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour que l'information soit vraiment connectée à notre base de données? On aura besoin, on va d'abord pour un début, faire comme ce qu'on avait fait et puis on va refactoriser ou du moins remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Parce que je vous avais expliqué qu'il y a ce qu'on appelle un principe qu'on appelle solide, qu'on doit voir aussi. Il y a ce qu'on appelle aussi certains patrons de conception qu'on doit voir. Dans ce projet, au début, je vais d'abord montrer tout ce qu'on a vu. Et après, on va essayer d'améliorer le projet pour que ça soit un petit peu plus quelque chose qui correspond aux standards d'un développeur. On va dire, c'est-à-dire que ça respecte un petit peu des principes de base. Donc ici, par rapport à ce qu'on avait fait, on avait créé ici au niveau du modèle un manager factory. Donc on avait dit un JPA factory. On va juste se limiter là au lieu d'écrire tout. JPA factory. Et là, on avait créé une entité manager factory. On avait utilisé une valeur, une propriété. On avait dit privé, soit statique. On avait dit entity manager factory. EM est égal et on a utilisé persistence.create entity manager factory et on lui donnons le nom de persistence unit. Alors je dézoome un tout petit peu. Ici l'idée c'est quoi? Dans ce qu'on appelle les projets Java, celui-là c'est celui qui va se connecter au fichier du projet Java. Dans notre projet JavaFX ici, comme on utilise du JPA, l'entité manager factory, son rôle, c'est de pouvoir se connecter au fichier de configuration, fichier persistance, pour pouvoir avoir les configurations de la base de données. Et après, on utilisera l'entité manager pour pouvoir interagir avec notre base de données. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on crée une entité manager factory, on ne va pas le recréer. Il ne faut pas créer plusieurs entités manager factory. En général, on ne crée qu'une seule instance en général de entity manager factory. Parce que lui, c'est un objet qui est beaucoup plus lourd que l'entity manager simple. Donc, raison pour laquelle on dit que celui-là, on crée tout simplement une seule instance. Mais non, on va d'abord faire comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc ici, je vais venir au niveau de mon persistance unit, là. Je récupère le name qu'on a mis ici. Et je reviens au niveau de factory. Et je colle ça ici. OK.
Maintenant, une fois que je code ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici. On avait créé ensemble une méthode en public statique qui retournait un entity manager. Comme ça, on va l'appeler get manager. Voilà. Qui, lui, va tout simplement faire quoi? Rendre cette entité manager. On va faire return entity manager.create manager. Alors ici, au lieu de entity manager, pour changer, on va mettre F pour dire entity manager factory. Comme ça, on fait la différence. Il y a le factory et puis il y a le manager. Alors, dans les patrons de conception, qui dit factory, c'est aussi un patron de conception. C'est une entité qui va fabriquer d'autres entités. Disons pour le moment, c'est comme ça. Ça fait partie des patrons de conception de création. Mais pour l'instant, nous, on crée juste une méthode là qui va rendre l'entity manager. Et nous, on aura besoin de l'entity manager pour ajouter, pour persister, ajouter des éléments tout simplement dans la base de données. Donc ça, c'est étape 3. On a fait étape 1, on a mis les dépendances POM. Puis étape 2, on a mis meta-inf avec le fichier de persistance. Bon, étape 3, on a d'abord créé nos entités et en même temps, on crée celui qui va se connecter au fichier de persistance. Maintenant, on peut partir mettre en place notre DAO. Notre DAO va utiliser les Entity Manager pour bosser. Donc ici, on va créer notre DAO. Cette couche-là, ce n'est pas une classe, mais c'est un package. Voilà, on va d'abord créer pour catégorie parce que c'est plus simple à mettre en place. On met catégorie DAO pour l'instant. Et voilà, on va juste mettre une petite fonction public void add catégorie où on met ajout catégorie. On imagine que ça prendra en paramètre une catégorie C et ça va persister cette catégorie. Alors je zoome, voici ce que je viens de faire. J'ai créé un DAO qui s'appelle catégorie DAO. Je viens de mettre en place une fonction qui s'appelle ajout catégorie qui prend juste en paramètre une catégorie. Et maintenant cette catégorie doit être ajoutée dans la base de données. Maintenant pour que le DAO ajoute l'information dans la base de données, le DAO a besoin pour le moment de l'entity manager. Mais l'entity manager est fabriqué par cet objet factory qui va nous fabriquer une entité manager et ensuite sur cette entité manager on pourra travailler pour ajouter, modifier, récupérer les éléments au niveau de notre base de données. Je finis cette étape en test pour qu'on voit est-ce que ça arrive à marcher et maintenant je vous laisse peut-être 10 minutes parce que le temps que vous ayez aussi à mettre un petit peu les choses sur votre machine. Mais laissez-moi quand même le temps parce qu'on n'est pas pour le moment sûr que tout ce qu'on est en train de faire là, ça marche. Donc je vais d'abord dire quoi? On va créer une entité manager. Entity manager, EM, contrairement à EF. Ici, ça va être, pour le prendre, on va appeler la fonction qui se trouve dans JPA Factory.getEntityManager. Voilà, on a notre Entity Manager et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter les éléments. Pour faire simple, sans utiliser forcément un try-catch, on va utiliser Entity Manager.getTransaction.begin. Et ensuite, on fera Entity Manager.commit. Et maintenant, au milieu, on peut faire maintenant tout simplement la persistance. On va ajouter l'élément juste ici au milieu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on démarre tout simplement la transaction parce que nous, notre JPA se base beaucoup plus sur la gestion des transactions pour assurer vraiment la cohérence. C'est le rôle même de base pour ce qu'on appelle les ORM. Assurer vraiment la cohérence. Donc, lui, par défaut, il se base en utilisant ce qu'on appelle les transactions. Donc, on démarre. Et puis ensuite, on ajoute et ensuite, on commit pour que les modifications soient effectives au niveau de la base. Alors, pour ajouter, on avait vu une méthode. La méthode s'appelait quoi? Pour pouvoir ajouter, persist.
Et ensuite, on lui envoie l'objet, notre objet, ça va être la catégorie. Donc, on met tout simplement ça comme ça, et la catégorie sera persistée au niveau de la base de données. Je répète, après on va revenir retravailler notre Entity Manager Factory. On va retravailler chaque partie de code que nous on va mettre. Mais faisons d'abord d'une manière plus simple par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc ici, voici ces lignes qu'on a mis. On a d'abord demandé à Factory de nous créer une entité manager. On a démarré la transaction, on a persisté l'élément et ensuite on autorise tout simplement à mon manager d'effectuer la persistance là vraiment au niveau maintenant de notre base de données avec commit. Gestion de catégories comme par exemple ici, oui, dans ce DAO. Maintenant, il faut savoir qu'il y a normalement plusieurs manières de le faire. Mais je vais vous montrer d'abord des manières un peu plus simples. Et plus on va avancer, plus je vais vous montrer un petit peu une bonne manière de le faire. En général, nous, au niveau du DAO, on fait directement ces persistances ici en utilisant les managers, etc. Mais normalement, il y aura ce qu'on appelle une couche business, c'est-à-dire service, dans lequel certaines choses qu'on est en train de faire ici, qui seront répétées dans les autres actions, qui vont être normalement définies dans cette couche-là. Mais pour l'instant, comme on avait fait ça comme ça, je reviens ici. Par rapport à ce que tu viens de dire, si on suit les mêmes étapes qu'on est en train de faire, il y aura notre endpoint à jour, il y aura d'autres endpoints ici, que ce soit les autres fonctionnalités que tu peux faire par rapport à la catégorie. Modifier catégorie, récupérer la liste des catégories, tu vas définir ces méthodes-là ici. Pour l'instant. De démarrer. Entity. Exactement. De démarrer la transaction et de faire quoi? Commit après. Oui, on sera obligé, par rapport à cette méthode qu'on est en train de suivre, il faudrait qu'on refasse toujours démarrer et puis ajouter. Mais comme je l'ai dit, après, il faudrait qu'on déplace cette partie plus tard au niveau d'un service. On va créer par exemple catégorie service. Et puis on va mettre, parce que dans le service, c'est là-bas qu'on fait vraiment les traitements. Les traitements que dans le modèle MVC que vous faisiez au PHP, ces traitements de calcul, en général, si on est au niveau du FX, là, JavaFX, vous le mettez dans ce qu'on appelle la partie qu'on appelle service. Tu vois, tous ces traitements, on va les mettre au niveau du service. Et celui-là, lui, son rôle, tout simplement, de pouvoir ajouter, de persister, et puis voilà. Il n'aura pas forcément à démarrer ou bien à committer, quoi. Dans cette redondance, ce ne sera plus ici, plus tard. Mais pour l'instant, on va faire démarrer, modifier, du moins autoriser, commit. Et si on crée un autre endpoint, on fait même procédure. C'est bon jusqu'à là? Ok, maintenant, revenons ici à ce que j'étais en train de dire. Une fois qu'on a ça, on peut le tester pour le moment à travers un contrôleur. Notre contrôleur, il est là. Il faut comprendre que par défaut, lorsqu'on crée notre contrôleur, on a ça. On a ça, ce bouton qui est créé avec l'action. Lorsqu'on clique, le message là s'affiche. Toutefois, il faut comprendre que nous, on n'a pas encore donné accès à notre application d'utiliser certains modules que nous, on a mis en place. Donc, au niveau de modules, il faudrait qu'on puisse donner certaines autorisations. Dans ce cas, alors j'espère que je n'ai pas encore arrêté. Voilà. Dans ce cas, on va venir juste là. L'idée, ce n'est pas de faire un par cœur. Je vous ai donné un exemple de projet et il faut juste suivre ces étapes-là pour pouvoir arriver au résultat. Donc ici, certaines choses qu'on peut prendre, on prend. Alors, il est où? Le fichier modules. Alors, normalement, c'est ici. Voilà. Et donc, on a besoin de ce module-là. Alors, non, persistance, est-ce qu'on a persistance ici? Alors, persistance, il est là. On n'a pas besoin de persistance. Ce dont on a besoin, voilà. Voilà, attention, ici, notre package, il faut qu'on puisse prendre gestion produit. Et ici, est-ce que c'est le modèle qui était ouvert là, à org? Nous, on n'a pas encore un contrôleur. Ça va? Bon, on va enlever ça.
Parfait. Voilà, donc ici, j'ai pris juste les trois lignes là. Maintenant, il faut adapter tout simplement le chemin ici. Donc, chez moi, c'est comme GL, gestion produit, point, pour accéder à modèle. On ouvre à notre ORM et puis au fichier au Java persistance. Voilà, maintenant, je reviens un petit peu au niveau maintenant du contrôleur. Au niveau du contrôleur, on était là. L'idée, c'est quoi? Si on suit les mêmes étapes que nous on faisait avant, c'est vrai qu'on ne faisait pas vraiment de l'injection de dépendance, mais ici, on fera ce qu'on appelle l'injection de dépendance plus tard. Nous, on avait l'habitude de faire juste un private, ayant créé une variable de type catégorie DAO. Catégorie DAO, on va l'appeler DAO, et d'habitude, on utilise un new ici, catégorie. Voilà. Avec le principe solide, l'injection de dépendance, c'est-à-dire le D là, il faudrait que ça là, on évite très souvent de le faire plus tard. Mais on reviendra un petit peu dessus. Maintenant ici, on va dire quoi? Lorsqu'on va cliquer sur le bouton, parce que par défaut, on a une page. Il faut voir que la page, la première vue, c'est ça. Avec ce bouton là. Et son action, c'est l'action liée à cette fonction. Voilà. Donc, quand je vais cliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une catégorie qui sera ajoutée directement dans la base de données. Et pour créer la catégorie, je vais faire ici, catégorie, c'est my new catégorie. Pour le moment, on ne saisit pas encore les informations. On crée juste. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Je pense qu'il n'y a que le libellé. Il y a 7 produits, c'est juste le libellé. On va mettre. Et ensuite, on va persister en utilisant DAO.ajouter catégorie C. Et voilà, donc, il va ajouter cette catégorie. Mais toutefois, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà faire en sorte que les identifiants soient en auto-incrément. On va mettre un alt generate value stratégie generation type identity. On fait la même chose pour catégorie, son ID, on autorise en sorte que ce soit généré comme, voilà, alors ici, generation type. Parfait. Maintenant, est-ce que notre base de données est fonctionnelle? On va chercher notre terminal. Alors, shell présente. Normalement, il y a commande plus. Voilà. Brave service star MySQL. Voilà. Alors, si c'est démarré, MySQL -u root. OK. Alors, est-ce que nous, on a la base de données? Là, on est la base de données. Est-ce qu'on a la base de données? Réservation. On va mettre S. Commande S. Voilà. OK. Voilà. Normalement, pour le moment, on n'a pas encore de table. OK. Maintenant, revenons ici. La base de données, elle est disponible. Les tables, on va voir ici. Je vais lancer ce projet. Je vais lancer le projet. OK. Le projet est lancé. Ici, il n'y a pas d'erreur. Je reviens et je clique sur Hello. OK. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce qui se passe, c'est que comme on a mis là-bas Show SQL, on a accepté que ça soit affiché, les requêtes SQL. On voit que là, il a bien fait quelque chose. Les requêtes que lui, il a exécutées, c'est qu'il a créé la table catégorie, table produit,
il a modifié, bon, il a fait en sorte que le produit soit lié à la catégorie. Et ensuite, il a ajouté une catégorie. Bon, voyons directement ici. On rappelle cette commande. Les tables sont là. Et on vérifie si on a... Qu'est-ce qu'on a ajouté catégorie? Alors donc ici, la catégorie qu'on vient d'ajouter a été ajoutée au niveau de la base de données. Et donc ça, c'est tout simplement la manière la plus simple déjà pour pouvoir connecter notre projet avec ce qu'on appelle du JPA. Et donc ici, plus tard, en général, si vous avez fait toutes ces étapes-là, plus tard, il faut juste suivre tout simplement ces mêmes étapes pour pouvoir ajouter des éléments. Donc voici l'étape de base si on veut vraiment ajouter ou du moins joindre ce qu'on appelle le JPA à notre projet FX. 19,7. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Il y a des gens qui n'ont pas pu mettre en place un projet qui se connecte avec JPA depuis jusque-là. Genre pendant qu'on faisait les séances là, en ligne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés, même si je suis en train de poser les questions et vous ne dites pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Moi, ce que je pose comme question, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se connecter avec le JPA en utilisant leur projet JavaFX? On n'est pas encore en train de parler de ce qui se passe dans JavaFX. Hein. Je parle d'abord juste de la connexion avec JPA. Hein? Hein? Ok, c'est quoi l'erreur chez toi là-bas? Les autres, ça va. Vous avez pu connecter votre projet avec la base de données en utilisant JPA. Hein? Tu arrives à connecter le JPA? Ok. Donc, ce n'est que toi, responsable. Bon, comme toi, tu es seul, on va gérer ça un peu plus tard. Tu vois un peu le truc? Ça, c'est un cas vraiment à part. On va gérer ça. Mais non, la majorité, on va essayer de continuer un petit peu la suite du projet. Chose numéro 1. Avant qu'on ne continue, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un dossier ici qu'on va appeler... Bon, au lieu qu'on fasse ça, moi, je vous avais donné un petit fichier. Je ne sais pas si c'est dans quel projet. Je vous avais donné un petit fichier. Alors, Java, ça doit être ça. Java, JPA. Mais JDBC, je pense. Je vous avais donné un petit fichier. Voilà, le fichier, il est là. Gestion de layout. Je vous avais donné ce fichier-là normalement, si je ne me trompe pas. Parfait. Maintenant, ce fichier-là, alors est-ce que je peux faire dézoomer? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va, avant de parler d'autre chose, on va créer un layout ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, au niveau de ressources, on va créer ce qu'on appelle un package view. Et à l'intérieur, on va créer un fichier fxml, on va l'appeler notre layout. Ok, maintenant, sauf que dans le layout, bon ici, le contrôleur, on peut prendre comme .gl.gestion, prenons le contrôleur, après on va créer notre package contrôleur. Alors ici, de préférence, on va utiliser ce qu'on appelle un border pan, comme ça. Bon, je viens juste là. Au lieu qu'on met un pan, on va mettre un border pan. Et voilà, on aura besoin de mettre aussi le menu. Bon, le menu, on va le mettre directement là-bas, ici. Pour le menu, je vais venir au niveau de notre layout. Bon, est-ce qu'on peut augmenter la dimension? Qu'est-ce que j'ai mis là? Ok, ça va suffire. Maintenant, donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre un petit menu en haut. Pour cela, je vais prendre un petit pan. Voilà. Je le mets en haut ici. Voilà. On va mettre un menu qui sera disponible sur l'ensemble de nos pages pour gérer un petit peu le layout. Voilà.
On va faire quoi? Si on veut, on peut changer la couleur d'arrière-plan. Alors bon, l'utilisation vraiment de SendBuilder, c'est juste du glisser, déposer. Hein. On va mettre black. Ok, maintenant ici, on va aller chercher maintenant notre menu. On va chercher notre menu. Alors, il est où? On va chercher, il est là, menu bar. Voilà. On va le placer juste là. Voilà. Notre menu bar, il est là. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir directement au niveau du texte. Là, ici, sur le premier menu, il y a File, Edit et puis Help. Au niveau du texte, je viens là. Là où il y a File, je vais mettre Accueil. Là où il y a Edit, je vais mettre Catégorie. Et là où il y a Help, on va mettre Produit. Maintenant, je reviens ici. Voilà, normalement, on a Accueil, Catégorie, Produit. Maintenant, je reviens un petit peu ici. Au niveau de Catégorie, on va avoir une page Add, Ajout. On va dire Ajout, Catégorie, comme un sous-menu. Voilà, si je viens ici, plus tard, si je compile et que je relance, on verra ici normalement Ajout catégorie. Maintenant, je viens ici, je vais juste au niveau de notre, contrôleur, lui dire, au lieu qu'il puisse appeler la vue Hello View, on va lui demander, attention, on va lui demander d'appeler, si on démarre le projet, d'appeler la vue qui se trouve dans View, qui s'appelle layout.fxml. Voilà. On vérifie. Ok, donc là, pour le moment, il nous a démarré ce projet avec ce layout. Et ici, on voit bien qu'il y a ajout catégorie. Si je viens ici, voilà, si je reviens là, et que j'ajoute un autre élément. Pour ajouter juste un autre élément, je viens là. Voici chaque sous-menu, qui est menu item. Je duplique tout simplement. Voilà, on a ajout, listé, catégorie. Bon, il y a quoi encore? On va juste mettre 2. Je reviens ici, je relance. Voilà, si je clique maintenant sur catégorie, on verra ajout catégorie et on verra lister catégorie. Mais l'idée c'est que ici, on doit avoir cet espace-là et puis chaque élément va venir ici. Si on a une page listée catégorie, le contenu de lister catégorie doit être affiché ici. Si on clique sur lister. Si on clique sur add, une page où on a le formulaire sera ajouté ici. Bon, vous avez déjà appris un petit peu les frameworks normalement. Vous avez commencé. Voilà, donc l'idée c'est ça en fait par rapport à cette gestion de layout. Mais non, ce qu'on va faire c'est que on va venir là. Bon, on peut juste prendre ça. Hein. Le centre, on va mettre ce qu'on appelle. Alors ici on ne peut pas copier. Ok. Comme on ne peut pas copier, c'est pas grave. Ici, au niveau du centre, donc après le top, voilà. Alors, le center, c'est quoi? Tout à l'heure, quand je faisais glisser, déposer ici, il y avait le top, il y avait left, etc. Et puis, il y avait le centre. Le centre, tout simplement, de l'élément. Donc, le center va correspondre tout simplement à cette partie. Et nous, ce qu'on va ajouter, c'est quel objet ici? On va utiliser un stick pan.
Ces objets de contrôle là, hein? Oui, oui, allez-y. La pause prière, ça finit quelle heure? C'est combien de minutes, je veux dire? Bon, j'arrête la vidéo. Parfait. Ok, nous, on était en train de gérer l'autre layout là. On était au niveau du texte. On avait mis ce stickpan. Ensuite, normalement, on devait créer dans notre contrôleur un objet de type stickpan. Voilà, qu'on va le lier ici. Voilà. Donc ici, si je descends, ce fichier, je vous ai partagé depuis. Hein, ça, je vous avais vu tout à l'heure. Je vous ai partagé ce fichier depuis. On va créer ce qu'on appelle un stickpan au niveau du contrôleur. Le contrôleur, il est là. Je vais créer un fxml private, un stick. Comment est-ce qu'on écrit ça? Stickpan. On va l'appeler stickpan. Voilà. Maintenant celui-là, cet objet, on va le lier ici avec un fxid. Parfait. Maintenant, reste à créer des actions qui nous permettent tout simplement de naviguer d'une page à une autre. Dans ce cas déjà, je vais créer ici un fichier, un nouveau fichier. On va revenir tout à l'heure. Un nouveau fichier. Je vais l'appeler ajout 4. Donc ça serait ajout 4.fxml. On va prendre, pour l'instant, on n'a pas encore des contrôleurs. On va utiliser ce même contrôleur. Mais dans quelques minutes, on va créer notre propre contrôleur. Ici, je vais dire quoi? Je vais juste mettre un bouton. Voilà. Ici. Add catégorie. Voilà, donc si on voit ce bouton Add catégorie, ça veut dire qu'on est venu sur cette page ajout. Donc l'idée c'est que ici, qu'on puisse cliquer sur ajout catégorie et qu'on aille là-bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Au niveau du contrôleur, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est simple. Ce fichier-là, oui, le stickpan. En fait, ça va être un objet qui va nous permettre tout simplement de gérer. En fait, dans ce qu'on appelle le layout, si je prends un exemple, comment on appelle ça là? Si je prends l'exemple de, comment on appelle ça? Vous avez fait Angular. Angular. Pas encore. Ok. Bon, disons que le stickpan, c'est lui vraiment, c'est à ce niveau, c'est celui-là qui nous permet de gérer un petit peu le contenu dynamique. Le contenu qui va changer sur la page. Ce qui va changer, c'est uniquement le stickpan qui va changer. Tout le reste de la page ne va pas se recharger en fait. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que on va dire quoi? On va quitter d'une page à une autre. Les informations, c'est ici qu'on va supprimer le contenu qu'on avait. Et puis remplacer par le contenu de la nouvelle page sur laquelle on va partir. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça le rôle de notre stickpan en quoi. Lorsqu'on va changer de page, tu verras que ici, en fait pour le moment le stickpan, il est pour le moment au centre. Au centre, c'est-à-dire qu'il est ici au centre de cet élément. Et c'est cet espace, ou bien cet espace-là qui va changer d'une page à une autre. Les autres vont rester quoi. Donc dès qu'on lance, il charge le layout. Et ensuite, les choses comme menu, etc. ne seront pas rechargées. Non, pas seulement ce qui se trouve en haut. Parce que je peux mettre quelque chose en bas. Je peux mettre quelque chose ici en bas. Est-ce que tu regardes? Mais pour l'instant, par rapport à ce qu'on vient de faire, ce qui se trouve en haut ne va pas changer. Mais je peux mettre un footer. Parce que là, on a un top. On peut mettre ce qu'on appelle un bottom, tu vois. Donc, tout ce qui ne se trouve pas ici ne sera pas changé. C'est uniquement ce qui se trouve à ce niveau-là qui sera changé d'une page à une autre. Oui, mais sauf que le hit c'est celui-là. Le hit ne change pas.
Est-ce que tu vois? Et puis, normalement, si on met par exemple un bottom ou bien bottom ici, ça va être le footer. Ça ne change pas. Maintenant, le main entre le header et puis le footer, c'est lui-là. Mais si tu vois, c'est lui-là qui va changer d'une page à une autre, quoi. On va faire le chargement. Bon, je voulais juste copier quelque chose qui se trouve ici, mais bizarrement, pourquoi je n'arrive pas à copier? Alors, le fichier s'appelle gestion fxml. Je pense que j'ai ce fichier. J'ai ce fichier, voilà. J'ai ce fichier là. J'ai ce fichier là. Parce que je l'avais déjà téléchargé. Heureusement. Maintenant, ici, on est à ce niveau-là. On vient d'ajouter ça. Donc là, je peux maintenant copier. Ça devient plus simple. Alors, on va créer une fonction. Avant de créer la fonction, on va d'abord créer celle qui va charger. On va déplacer ça tout à l'heure. La dernière fois, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait gérer la navigation. Maintenant ici, pour le layout, voici comment ça va se passer. D'abord, on va mettre ça. On va dire quoi? C'est du Java scène. On importe fxml loader. On importe ça. Alors, notre ça s'appelle StackPen. On va mettre ici StackPen. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est qu'il va charger chaque nouvelle vue à l'intérieur tout simplement de notre StackPen. Tout à l'heure, je t'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc au niveau des enfants, il va changer tout ce qui se trouve à l'intérieur pour charger nos vues. Alors nos vues ne se trouvent pas dans ce package. Je vais venir juste là. Je vais copier le nom de notre package et je reviens ici. C'est dans comme GL dans gestion produit view. Donc lorsqu'on appelle load view, on lui envoie une vue et cette vue va être chargée juste dans le StackPen. C'est-à-dire quoi? Ça va être chargé uniquement à l'intérieur de cet objet. Tu vois? Ok, maintenant, l'idée c'est qu'on va créer une petite fonction. On va dire par exemple là, on va l'appeler, ici je l'ai appelé show quoi, show list. Bon, de toute manière on avait déjà créé ces fonctions là, donc je vais mettre ici fxml, je vais l'appeler, on va mettre protect void affiche ou bien on va dire page. Bon, affiche, ajout, catégorie. On va l'appeler comme ça. Et voilà. Et l'idée c'est que, regardez bien, on va lui envoyer juste une chaîne qui correspond au nom du fichier à charger. On va lui envoyer une chaîne ici qui correspond uniquement au nom du fichier à charger. Tout à l'heure, raison pour laquelle j'ai créé le fichier là, ajout catégorie. Et donc, on va appeler cette fonction alors ici, c'est pas alors chez nous, ça s'appelle ajout.catégorie. La chaîne ajout catégorie.fxml. Ok, jusque là, normalement, ça va. Donc, je crée juste une fonction qui sera associée à un élément au niveau du layout. Lorsqu'on clique sur l'élément, il va faire appel à ajout, qui lui va faire appel à load en lui envoyant la page à charger au niveau du StackPen. Maintenant, je viens juste dans ajout ici. Ajout, ça doit être à ce niveau. Ajout catégorie. Voilà, donc ici, je vais mettre action. Alors, ça ouais, c'est affiche, ajout catégorie. Voilà, parce que ici, j'ai du mal à le faire depuis la vue. Ok, maintenant, donc ici, on revient ici. Je compile. On va voir ça et puis je reviens rapidement. Ok, voilà. Donc, si je fais ajout catégorie, ajout, vous voyez que là, l'ajout catégorie vient ici.
Mais on va créer une autre page. On va créer une autre page. Alors, c'est ici. Après, on peut créer d'autres packages ici. Hein. On peut créer dossier produit, dossier catégorie pour ajouter les pages, etc. Mais ici, je vais juste mettre liste 4 com.gl.gl. Voilà. Ici, je vais créer aussi un petit bouton. Je vais appeler liste de catégories. Voilà. Maintenant, donc là, il va falloir créer une deuxième fonction. Je copie juste, je colle et je vais appeler affiche liste catégorie. Alors ici, je vais mettre ce qu'on appelle liste catégorie. Liste 4. Maintenant, au niveau du layout, on va faire la même chose pour le deuxième là. On action, JS, affiche, liste catégorie. Et voilà. Et maintenant, je reviens ici. Voilà. Si je fais liste catégorie, si je fais ajout catégorie, on voit que là, on navigue. Mais j'aurais pu ajouter beaucoup des informations, mais il charge vraiment tout le contenu de la page ajout à ce niveau-là. Et donc, notre menu pourrait être sur toutes les pages. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de naviguer d'un menu à un autre. Ce fichier, je l'ai mis depuis dans ce qu'on appelle le projet. Mais après, vous pouvez récupérer plus tard ce projet que je viens de mettre là. Si je vais le mettre en ligne, vous allez le récupérer. Mais non, je disais, il faut bien comprendre que en ce qu'on appelle la programmation, il y a beaucoup de principes qu'il faut utiliser dans ce qu'on appelle un projet. Et regardez bien, le contrôleur ici fait énormément de choses. Et si le contrôleur fait énormément de choses, après, il y aura beaucoup plus de problèmes. Parce que ça fait aussi partie de ce qu'on appelle le principe de solide. Le premier principe, c'est-à-dire le single responsabilité, ça veut dire on ne peut pas avoir, comme par exemple un contrôleur, qui fait presque tout en même temps. Tous les éléments sont ajoutés directement à l'intérieur. Et donc, du coup, s'il y a un problème de chargement de vue, on va venir ici pour chercher le problème. Pour certains problèmes, il faut venir ici. Or, normalement, il faudrait que dans le contrôleur, on n'ait pas à faire beaucoup de traitements. Raison pour laquelle la dernière fois, on avait créé un package, déjà. On avait créé un package qu'on appelait utile, je crois bien, utilitaire. Et à l'intérieur, on avait créé une classe qu'on a appelée navigation. Donc ici, on va l'appeler navigation. Maintenant, cette fonction-là, cette fonction load view, on va copier. Voilà, on va l'amener, on va faire un CTRL X et on va l'amener ici au niveau, alors on n'est pas là-bas, on va l'amener ici. Voilà. Maintenant, on va mettre en mode statique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que le stake pan là, il faudrait qu'on lui passe en paramètre le stake pan. Voilà. Ici. Voilà, donc ici, c'est-à-dire qu'on crée tout simplement, on a juste déplacé la fonction qui se trouvait là-bas au niveau de ce qu'on appelle le fichier navigation ici, utilitaire, qui va gérer un petit peu la navigation. Comme ça, tout ne sera pas mis directement dans le contrôleur. Mais il faudrait qu'on puisse faire la séparation des choses. Donc, séparation de responsabilités. On ne doit pas avoir une classe qui a beaucoup de responsabilités. Single. Alors, revenons un petit peu sur le contrôleur. Là, au lieu qu'on fasse view, on doit faire CTRL Z. Ça doit venir de navigation. Navigation. Voilà. Point.
navigation.loadView. Voilà, il est là et puis on lui envoie ce qu'on appelle le nom du fichier. On lui envoie ce qu'on appelle notre StakePan. Ça prend 2 paramètres. Alors ici, il dit quoi? Qu'on n'a pas importé quoi? Hein? Je zoome. Alors qu'est-ce qu'il nous demande d'importer? On a mis la méthode là-bas. Ah oui, c'est parce qu'on avait copié ici pour aller là-bas. On avait copié ici pour l'amener là-bas. Ok, il a parfaitement raison. Et voilà, donc ici voici comment est-ce qu'on va faire. On va appeler la fonction navigation.loadView et on va lui passer le StakePan. Parce que le StakePan là, il faudrait qu'on lui donne pour que lui puisse modifier l'intérieur de StakePan pour charger la nouvelle page. Donc, comme on a déplacé ici, au niveau de navigation, il ne peut pas voir directement le StakePan, raison pour laquelle je le passe en second paramètre. Et voici comment je lui fournis, comme ça. Et maintenant ici, je copie, je colle, et là, on va l'appeler liste 4. C'est ça le nom là. Et maintenant, j'enregistre et je teste. Je teste. Est-ce que ça marche toujours? Catégorie. Et voilà. Maintenant, le code commence à devenir un petit peu propre, mais quand même. Voilà, on a notre fichier utilitaire qui est déjà ici. Ok, c'est bon. Alors, une chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier ici. On va commencer par le commencement. On va commencer par créer un dossier config. Et là, à l'intérieur, le JPA Factory qu'on a créé ici, on va le créer en mode singleton. On va commencer par parler un petit peu du singleton. Donc, je vais créer un fichier là. Je vais l'appeler Factory JPA. Bon, je fais juste le sens inverse. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir faire la même chose qui se trouve là-bas, mais ici. Pour que ça soit maintenant ici, pour que notre classe Factory soit vraiment un singleton, contrairement à ce qui se trouve là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Donc, déjà, généralement, vous savez que pour que ce soit singleton, il faudrait que le constructeur soit en mode privé. Comme ça, en dehors, on ne pourra pas l'instancier. Et ici, on va créer ce qu'on appelle une propriété. Je vais mettre quelqu'un dehors. Les gens qui parlent là, dehors. Ceux qui parlent, je vais mettre quelqu'un dehors. Alors donc, je dis private, on va mettre private static, on va mettre entity manager factory, voilà, EMF, voilà. Et maintenant, on a rendu le constructeur ici privé. Alors je zoome d'abord pour qu'on puisse bien voir. Moi, je vais tout simplement que mon factory soit géré en mode singleton. Et comme ce que vous avez l'habitude de faire en PHP ou bien dans les autres langages de programmation, on a d'abord rendu celui-là, on l'a rendu en privé, le constructeur. Maintenant, il nous faudra maintenant qu'on puisse avoir quelque chose qui nous rend l'entity manager. Une fonction par exemple, en public, on va dire statique. On va dire entity manager factory. On va dire get entity manager factory. Et l'idée c'est que on va vérifier si l'entity manager EMF est nul. Ça veut dire qu'il faudrait maintenant qu'on crée l'information. Sinon, bon, pas sinon, mais dans tous les cas, quand on demande cette fonction, il faudrait qu'on puisse retourner l'entity manager. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Ce que l'on a fait ici tout à l'heure, entity manager est égal persistence.create entity manager là, ça, persistence.create. On va le faire uniquement lorsque entity manager est vide. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore instancié. On va mettre entity manager persistence.create.
create entity manager et on met le fichier de persistance. Son nom s'appelle, le persistance unit du moins s'appelle, voilà. Et ensuite, on retourne l'entity manager parce qu'on a dit que c'est une fonction qui nous donne le factory. Donc, quand est-ce qu'on fait persistance? Parce que plus tard, on pourra l'utiliser sur tous nos DAO, l'entity manager factory là, qui nous fabrique le manager. Et donc, pour être sûr qu'on ne pourra créer qu'une seule instance, on va faire en sorte que cette classe soit une classe qu'on va mettre le constructeur en privé pour respecter le principe de singleton. Alors donc ici, je crée un attribut partagé, EMF, et je mets en place une fonction qui nous permet de donner l'entity manager factory. Cette fonction, on va l'utiliser plus tard si on veut avoir l'entity manager simple. Donc je dis si c'est vide, alors c'est là maintenant qu'on crée l'instance. Mais si ce n'est pas vide, on ne recrée pas l'instance, on rend tout simplement l'instance déjà créée. Et on crée un public statique aussi. Cette fois-ci, on va l'appeler, on va rendre du moins une entité manager. On va mettre get manager. Notre get manager de tout à l'heure. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Un return. On va mettre, on fait appel à get entity manager alors, c'est pas celui-là, c'est entity manager factory create manager. Et voilà. Et donc maintenant, on fera appel à cette fonction qui se trouve ici, au lieu de cette fonction qui se trouve là, parce que celui ici, pour le moment, n'est pas en mode singleton. À chaque fois, ici, ça devient beaucoup plus simple, ou du moins par rapport au singleton que vous avez l'habitude de faire. Voici comment on peut mettre en place en sorte que notre entity manager factory soit créé en utilisant ce pattern-là. Donc, constructeur en privé, je crée une fonction qui retourne le manager factory. Seulement si on n'a pas encore d'éléments, on se connecte à la persistance. Mais si on a déjà l'élément, on rend tout simplement l'élément. On ne va pas créer deux fois la même instance. Mais toujours en est-il que ce dont on a vraiment besoin en dehors de ce factory JPA, c'est vraiment uniquement le entity manager. Ce qui fait quoi? Que je viens ici au niveau du DAO, au lieu que j'utilise maintenant le JPA factory, je vais utiliser le factory JPA. Voilà. Mais toujours, c'est bien, toujours le get manager. Hein. Il y a toujours le get manager qui nous rend l'entité manager. Ce qui fait que là, je peux retirer celui-là ici. Et par contre, il y avait un import. Non, pas d'import. Ok, parfait. Donc jusque-là, c'est bon. Voici comment est-ce qu'on vient de voir, on vient de refactoriser un petit peu notre entity manager factory. Oui. Détecter le type de la variable, c'est-à-dire... Ah, oui. On n'a pas précisé sur quelle table. C'est ça le principe de l'ORM. L'idée, c'est que lorsqu'on fait, on lui envoie un objet, l'entity manager persiste, il sait exactement quelle information on lui envoie. C'est-à-dire qu'on peut lui envoyer une catégorie, on peut lui envoyer, mais tout ce qu'on lui envoie doit être des classes qui sont des classes persistantes de JPA. Oui, parce qu'il faut savoir déjà qu'en JavaScript, en Java du moins, il y a des types qui sont des types génériques. Mais ici, le persistance, lui, disons que lui, il prend en argument presque des objets. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de ce qui se trouve à l'intérieur. Mais lui, qu'est-ce qui se passe? L'ORM, lui,
chaque objet que tu lui envoies, c'est une classe pour, comme par exemple ici, catégorie. Mais je peux créer ici une autre classe que je vais appeler personne. Si je lui envoie personne, maintenant, est-ce qu'il va ajouter la personne dans la base de données? Non. Tout simplement parce que personne n'est pas une classe qui est persistante. Dans toutes les classes qui sont persistantes décorées avec entity, avec l'ID, lorsqu'on les envoie à la fonction persiste là, il va les prendre en compte. C'est-à-dire que lui, ici, on ne va pas dire quoi? Que on va utiliser uniquement, alors il est où? On va utiliser ici un casting, tu vois. On ne va pas utiliser ici un casting pour pouvoir dire quoi? Quel type d'éléments on envoie. Automatiquement, chaque objet, chaque classe qui sont persistées, du moins persistantes, si on lui envoie à la fonction persiste, il va l'ajouter dans la base de données. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que l'ORM sépare tout simplement en sorte que quand tu vas utiliser la chose, tu ne dépends pas, déjà, de ce qui se passe au niveau de la base de données. Est-ce que c'est MySQL qu'on utilise? Ça fait la séparation de cette chose. Mais la deuxième des choses, c'est que ça fait en sorte que, ici, tu n'es pas obligé de préciser que voilà, je suis en train d'envoyer une information type catégorie pour qu'il puisse prendre en compte. Lui, quand tu envoies une catégorie, il sait que c'est un objet qui doit être persisté dans la base de données. N'importe quel objet qui doit être persisté dans la base de données, tu lui envoies tout simplement à la fonction persist. Maintenant, si on rentre dans l'implémentation, je suis d'accord, regarde, c'est une information de type objet. Dans n'importe quel objet, que ce soit ton catégorie, produit, ce sont des objets. Objet, lui, il est, bon, disons qu'il n'est pas encore vraiment générique, mais c'est-à-dire n'importe quel objet, tu le mets dans une variable de type objet. Tu vois un peu le truc. Donc, on lui envoie catégorie, qui est un objet, on lui envoie produit, qui est un objet, etc., etc. Mais toujours en est-il que il faut envoyer des catégories qui sont du moins des entités, des objets qui sont vraiment des entités persistantes. Sinon, ça ne peut pas l'ajouter dans la base de données. C'est bon? Voilà, donc ici, je reviens. On était au niveau du factory. Maintenant, on revient un tout petit peu au niveau de... On était où? On était... Alors, on n'a pas encore de contrôleur. On n'a pas encore de contrôleur. On va créer un contrôleur catégorie. D'abord, c'est contrôleur. Catégorie. Bon, alors là, j'ai mal fait. Classe, catégorie, contrôleur. Voilà, maintenant cette classe catégorie contrôleur, on va le lier à ajout catégorie. Ici, au lieu que ça soit lié au contrôleur de base et le contrôleur, on va dire contrôleur.catégorie contrôleur. Et plus tard, les informations qu'on va mettre ici sur ce fichier-là, pour les traiter, il faudrait qu'on les traite au niveau de ce contrôleur. Comme ça, ce contrôleur va rester le contrôleur pour notre layout. Et pour chaque élément, on va créer son propre contrôleur. Maintenant, pour le contrôleur, il faudrait aussi l'ouvrir au module. Il faudrait aussi l'ouvrir au module. Bon, je vais juste copier ça, coller. Et ici, je mets point contrôleur. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Quelque chose de relativement simple. Ici, on va mettre un pan.
comme il n'y a qu'une seule chose qui sera ajoutée, je viens ici, text field. Voilà. Libellé. Et un petit bouton ajouter. Là, background color green et couleur. Voilà, donc ici on a un petit formulaire d'ajout normalement ici. On va tester pour voir est-ce que le formulaire d'ajout vient. Si on est sur la page d'ajout. Ok, on a notre formulaire, on peut ajouter les éléments et puis après partir sur la liste. Mais non, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin, au niveau de ce contrôleur, un text field champ. Donc, fxml private, on va mettre lib text. Et voilà, on va créer une fonction qui permet de gérer l'ajout. Oui, add catégorie. Lorsqu'on clique sur le bouton, on va appeler cette console. Mariam Diouf. Mariam Diouf, c'est qui? Quelle classe? GL. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez bien. Je vais aller prendre catégorie qu'on avait fait. Catégorie qu'on avait fait ici, dans, voilà, ça là. Je vais copier, CTRL X, l'amener au niveau de cette catégorie là. Sauf que le libellé doit être le libellé qui sera saisi là-bas. Et maintenant sur DAO, même principe, je vais aller copier mon DAO. Voilà. Maintenant, il nous reste une dernière chose. On a créé le formulaire. Il nous faut maintenant lier ce text field à ce qu'on appelle le champ texte qui se trouve sur le formulaire. C'est-à-dire que ici, ce champ text field, il est où? Il est là. fx id libellé et le bouton action ajout catégorie. Et voilà. Il faut savoir que ce ajout catégorie, il est lié à ce contrôleur ajout catégorie. Alors je relance. Vérifions d'abord ici quelles sont les catégories qu'on a. Type seulement. Maintenant ici on va ajouter une. On va ajouter. Il y a ça. Alors on n'a pas chargé ou du moins mis à jour le formulaire. Mais si on voit bien ici, il y a ça qui a été ajouté au niveau de la base. Si je viens ici, je mets, voilà, et que je viens ici ajouter, si je reviens, voilà, chaque chose que j'ajoute là-bas, on voit bien que c'est dans la base de données. Alors revenons un petit peu ici, voilà,
si on veut voir la liste, on part sur liste et ici on devait avoir la liste des catégories qui s'affiche. Mais là, ça devient beaucoup plus simple et maintenable. Toutefois, comme je l'ai dit, on a besoin d'ajouter une nouvelle couche. Ici, qu'on appellera Services. Voilà. Et au niveau des services, au niveau des services, il y a certains traitements qu'on faisait là-bas, qu'on va le mettre ici au niveau du service, directement. Mais non, on peut créer un service qu'on va appeler catégorie service. En général, dans certains projets, ce que nous on fait vraiment ici dans notre DAO, ce que nous on est en train de faire dans notre DAO, si vous serez plus tard sur Spring, ça va être quelque chose qui sera mis dans ce qu'on appelle un repository, c'est-à-dire une interface. Ces choses seront faites automatiquement. On aura juste besoin d'une interface repository pour que toutes ces choses-là soient faites automatiquement. Mais ce qu'on va faire, c'est que nous, on aimerait tout simplement que ici, qu'on ait à faire quoi? On aimerait ici avoir quelque chose qui fait juste ça. On n'aimerait pas ça. On n'aimerait pas ça. On aimerait juste faire Entity Manager persiste ici, normalement. Et c'est ça qui doit être la bonne manière. Donc on va mettre ici Entity Manager en paramètre et on va l'enlever ici. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que plus tard, lorsqu'on est dans ce qu'on appelle le contrôleur ne pourra pas être directement lié au DAO. Le contrôleur, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas dans le contrôleur JavaFX que nous on fait les traitements. Les traitements, c'est au niveau du service. Donc, dans le service, c'est le service qui sera beaucoup plus lié à notre DAO. Et chaque contrôleur aura juste besoin d'une dépendance qui correspond tout simplement au service dont le contrôleur a besoin. Donc, on va faire ce qu'on appelle une injection de dépendance. Oui. La partie qui va être liée avec le service. Exactement. C'est-à-dire notre interface UI, là, le contrôleur. Le service va être lié à la DAO. Exactement. Non, voilà, DAO, voilà. Le service sera lié au DAO, qui, lui, c'est le DAO qui est lié directement à la base de données. Mais le service, il est lié au DAO. Tu vois un peu le truc? Le service, lui, il sera lié au DAO, mais c'est le DAO qui sera lié directement à la base de données. Bon, disons, le fait de faire persiste, là, ce que je veux dire. Voilà. Mais normalement, le DAO, ici, qu'on est en train de faire, c'est tout simplement un repository dans un projet Spring normal. C'est juste simplement une interface, quoi, où on aura besoin d'ajouter, etc. Bon, en d'autres termes, regardez bien, on a déjà dit, ici, dans le DAO, on doit avoir tout simplement em.persist, et nous, on va maintenant au niveau de catégorie, on aura besoin d'avoir cette information. Là où on a DAO ici, là où on a DAO là, nous, on va l'avoir ici, au niveau de catégorie. Notre DAO sera là. Notre DAO sera là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire final. Pourquoi est-ce qu'on met final? En fait, il y a ce qu'on appelle le principe d'injection de dépendance. Dans le principe solide, première des choses que je vous ai montré ici, même si je n'ai pas trop insisté, c'est que quand on avait créé la navigation, on avait pris du moins la navigation, cette fonction qui se trouvait ici, on l'a mis directement dans le contrôleur. Et le contrôleur faisait plus de choses. C'est-à-dire que non seulement il interagissait avec la vue, mais le contrôleur avait ce qu'on appelle cette partie navigation. Or, en général, en programmation, on fait en sorte que une classe ne puisse pas avoir plus de responsabilités. Un exemple, si tu crées par exemple une classe commande, tu ne peux pas dire que lorsqu'on a la classe commande, en même temps, la commande peut ajouter dans la base de données, en même temps, ça peut envoyer un mail, en même temps, ça peut envoyer des notifications, etc. Ça fait plusieurs responsabilités. Si quelque part plus tard, l'envoi de mail a un problème, on va venir ouvrir cette table commande. Et donc, pour éviter ça,
il faut créer des choses qui seront séparées. Comment on se limite tout simplement au fait que soit il peut juste ajouter dans la base de données, mais on ne va pas intégrer l'envoi par exemple de mailing à l'intérieur de la table commune. Dans l'idée de single responsabilité, il doit y avoir qu'une seule responsabilité. On ne doit pas avoir une classe fourre-tout avec énormément de choses. Parce que plus tard, ça va devenir difficile si vous voulez maintenir votre application. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ici, ce que je vais dire par rapport à cette partie service, injection dépendance, c'est la partie qu'on appelle le D du solide, l'injection de dépendance. Non, l'architecture microservice, c'est autre chose. L'architecture microservice, c'est autre chose. Ici, on est dans un système MVC en réalité. Ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment du MVC. C'est juste que ici, les couches, on peut les appeler un peu plus différemment. Mais c'est carrément du MVC. Est-ce que tu vois? Mais on peut dire aussi, avec d'autres jargons, que c'est des modèles par couche, quoi. On a la couche layer, couche contrôleur, couche accès, base de données, couche DTO. Bon, du moins, c'est un autre modèle, les entités là. Tu vois, on va dire que c'est juste des modèles par couche. Tu vois un peu le truc. Maintenant, comme je le dis ici, il y a ce qu'on appelle un principe qu'on appelle injection de dépendance et dans presque